Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci de répondre à mes questions. Ce matin, vous êtes député du Nord de la France Insoumise, vous êtes vice-président de la France Insoumise. On va essayer de répondre à cette question ce matin. Jean-Luc Mélenchon peut-il vraiment prétendre devenir Premier ministre? Mais avant cela, je voudrais qu'on revienne sur la question de la réforme des retraites, puisque dimanche soir, Emmanuel Macron, en partie élu avec les voix de ceux qui avaient au premier tour voté pour Jean-Luc Mélenchon, a dit « ça m'oblige ». Ça m'oblige de devoir aussi mes voix à des gens comme vous. Et pour autant, dès le lendemain, il lance la réforme des retraites. Est-ce que vous espériez peut-être un geste? Quand je dis il lance la réforme des retraites, c'est qu'il dit, par la voix de ses ministres, que cette réforme, il faudra la faire. Alors, non seulement il dit ça, mais en plus, vous avez vu que hier, Bruno Le Maire, son ministre de l'économie, n'exclut pas le recours éventuel à un 49.3 pour la passer en force. Il dit qu'il ne peut pas garantir qu'on ne l'utilisera pas, et par ailleurs, il précise qu'il ne peut pas garantir le passage en force. Bon, non, écoutez, on va se dire les choses franchement. Nous étions exclus de ce second tour. Ni l'un ni l'autre des deux protagonistes ne pouvaient prétendre nous représenter. Marine Le Pen n'a pas pris le pouvoir, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut faire en sorte qu'Emmanuel Macron ne le garde pas. On va en parler après, mais son projet est un projet d'une brutalité sociale sans nom. Et en particulier sur la question des retraites. Pourquoi ? Parce que d'abord, on sait qu'une majorité de Français ne souhaitent pas cette réforme des retraites. Au contraire, 71% des Français, ils ont quand même élu Emmanuel Macron. Et on ne peut pas dire qu'il n'avait pas prévenu juste avant qu'il ferait la retraite de 65 ans. Si vous voulez, on peut s'arrêter un instant là-dessus. Mais Emmanuel Macron a été élu à la faveur d'un duel qu'il a lui-même conçu. Parce qu'il a tout fait pendant 5 ans pour faire monter l'extrême droite, pour obtenir ce face-à-face. Il l'a obtenu. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'une bonne partie de celles et ceux qui dimanche ont glissé dans l'urne un bulletin de vote Macron l'ont fait d'abord et avant tout. Il est élu ou pas? Mais évidemment qu'il est élu. Il a gagné ou il n'a pas gagné? C'est indiscutable. Il a gagné. Bon. Et il est d'ailleurs, je vais vous le dire avant même que vous me posiez la question, légitime du fait du résultat des urnes. Vous savez pourquoi je vous pose cette question quand même. Cela étant dit, aux retraites, mais puisque vous mettez cette question sur la table. On va y revenir. Mais en attendant, écoutez, supportez l'idée qu'Emmanuel Macron a été élu d'abord à la faveur d'un vote barrage qui a fonctionné. On estime, j'ai vu ça, vous l'avez même vous commenté, que la moitié des gens qui ont glissé un bulletin Macron dans l'urne l'ont fait pour faire barrage au projet de fracturation et de division de l'extrême droite. On peut d'ailleurs dire de ce point de vue que Madame Le Pen a accompli sa mission. Sa mission, c'était de faire réélire un président détesté qui porte un projet de brutalité sociale, mais le voici réélu. Attendez, là, vous avez mis plein de choses sur la table. Je voudrais qu'on essaie de défricher un peu. On a parlé des retraites, on va y revenir. Mais malgré tout, vous dites, il a été élu et il est légitime. C'est mieux en le disant quand même. Oui. Mais c'est mieux en le disant, parce que quand même, quand Jean-Luc Mélenchon, première réaction dimanche soir, dit immédiatement qu'il a été le plus mal élu, c'est faux. Non. C'est faux. Non, c'est factuellement faux. Non, ça dépend. C'est factuellement faux. Ça dépend, c'est toujours pareil. Vous allez regarder le chiffre, c'est le président le plus mal élu depuis 1969. Et à l'époque, en plus, la gauche appelait au boycott de cette élection. Je comprends pas comment vous faites le calcul. Je vous explique très simplement et vous allez voir qu'on n'a pas besoin de trop se rentrer dans des calculs d'apothicaire. Il y a eu dimanche, d'abord, un océan d'abstention. 28% d'abstention. 17 millions, je crois, abstention, bulletin nul, bulletin blanc. Donc Emmanuel Macron, est élu dans un océan d'abstention. Ensuite, il est élu à la faveur d'un duel, un face-à-face qu'il a orchestré pendant 5 années avec l'extrême droite. Et donc, la moitié des gens qui ont voté pour lui, vous le savez, ont voté pour faire barrage. Donc, pour économiser un peu de temps et qu'on puisse avancer. Il a été élu avec 58,5% des voix. C'est le 3e meilleur résultat. Dont la moitié, vous l'avez vous-même commenté, sont à la faveur d'un vote barrage. Donc une fois qu'on a dit ça... Il a obtenu 18 millions de voix. Madame de Malherbe, pour qu'on puisse avancer sur notre entretien, je vais vous le redire pour que ça vous fasse plaisir. Il est élu, il est légitime, d'accord ? C'est pas à moi que ça fait plaisir, c'est juste une question de respect de la démocratie. Est-ce qu'on fait ça pendant 10 minutes ? Non, mais c'est une question de respect de la démocratie. Tout à fait. C'est pas du tout anodin. Pardon, mais on va quand même se dire les choses. C'est pas du tout anodin que Jean-Luc Mélenchon commence son discours dimanche soir en disant qu'il a été le plus mal élu. C'est une manière de délégitimer. Non, mais attendez, si vous refusez de voir qu'il est élu, à la faveur d'un face-à-face avec l'extrême droite tout à fait particulier, et du refus d'abord... Non, mais laissez-moi développer. Laissez-moi développer. Ensuite, élu aussi à la faveur d'institutions qui sont à bout de souffle. Apolline de Malherbe, le paysage politique qui émerge à l'issue de ce 10 avril, ce n'est plus le paysage politique du 8 avril. Et si on ne le voit pas, si on ne le supporte pas, alors on fait une erreur de diagnostic. Il y a dans ce pays désormais, depuis le 10 avril en tout cas, 3 blocs politiques à peu près équivalents. Le bloc ultralibéral qu'incarne Emmanuel Macron. Tout est dans le à peu près. Le bloc... non, regardez, ça aussi on peut le faire. Vous êtes arrivé 3e. Bien sûr. Laissez-moi dire les choses, vous allez voir que c'est clair. Un bloc ultralibéral, un bloc d'extrême droite, un bloc
populaire, celui que nous avons constitué, qui d'ailleurs a vocation, on va y venir après, à s'élargir. Le vote de Marine Le Pen, il est populaire aussi? Les ouvriers ont voté Marine Le Pen. Bien sûr, il y a des ouvriers qui ont voté Marine Le Pen. Non, et d'ailleurs, charge à nous de poursuivre le travail que nous avons fait pendant cette campagne, parce que moi, je vois dans l'analyse des résultats que nous avons contribué, contrairement à M. Macron qui lui a fait l'inverse. Nous avons contribué à faire baisser l'extrême droite dans un certain nombre d'endroits en convainquant des gens qui sont en colère, dont la colère est légitime, qui pour autant ne portent pas le projet de division et la vision ethnique de Mme Le Pen de notre pays, mais qui expriment leur colère et qui croient, pour une raison qui moi continue de m'échapper et qui reste un défi pour nous dans les mois et les années à venir, que ce bulletin de vote va changer leur sort, va améliorer je sais pas quoi, leur pouvoir d'achat, alors que rien dans le programme de Mme Le Pen ne le prévoyait. Donc Emmanuel Macron est mal élu en réalité, même si ces chiffres sont importants et je ne les conteste pas, mais il est élu face à un duel particulier, à un vote barrage et dans un contexte où les institutions prévoient l'affrontement entre deux blocs, alors que désormais dans notre pays, il y en a trois. Et c'est raison pour laquelle pour un changement des institutions. Bien sûr, merci de le dire, parce qu'on voit bien que ce mode de scrutin uninominal à 2 tours, en quelque sorte, fait que la crise politique n'est pas purgée. À la sortie de cette élection présidentielle, Apolline de Malherbe, toutes les grandes crises ne sont pas soldées. Et les grandes ruptures qui sont ô combien nécessaires, sociales, écologistes, démocratiques, rien n'a été réglé, rien n'a été purgé par cette élection présidentielle. En attendant, ces règles du jeu, ce sont celles qui Ce sont des règles du jeu et c'est précisément pour cela que... On est tous obligés de nous évidemment, y plier en attendant peut-être de les changer. Et moi le premier. Je veux dire, Emmanuel Macron a été élu, je m'incline devant le suffrage universel. Par contre, une fois que je me suis incliné devant le suffrage universel, je garde mes opinions, mes convictions et je continue le combat politique avec mes amis. Revenons-en donc aux retraites. Vous le disiez, c'est vrai que dès le lendemain de ce second tour, par la voix de ses ministres, ils l'ont bien dit, cette réforme des retraites, il faudra la faire. Comment allez-vous la combattre? Vous allez la combattre, j'imagine, en vous présentant aux législatives, mais d'ici là, il y a cette manifestation, enfin cette journée de mobilisation du 1er mai. Est-ce que vous serez dans la rue? Bien sûr, et j'appelle toutes celles et ceux qui m'entendent à y être. Même si vous n'avez jamais manifesté de votre vie, si vous êtes de cette majorité de Français qui refuse le passage de la retraite à 65 ans, oui, mobilisez-vous, soyez dans la rue aux côtés de nos cortèges syndicaux ce 1er mai. Pourquoi? D'un mot, je résume. Il n'est pas vrai, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, que parce qu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps et qu'on aurait un problème de financement des retraites. Apolline de Malherbe, quand Emmanuel Macron dit il n'y a pas d'autre choix que de travailler plus longtemps, en fait, ce qu'il dit, c'est son intention de ne pas mieux partager la richesse produite. Je m'arrête un instant sur ce sujet. Un travailleur français aujourd'hui, en 2022, à lui seul, produit 3 fois ce que produisait un salarié français il y a 50 ans. C'est la hausse de la productivité. Pour autant, on n'a pas vu que dans cette période où la productivité il est donc plus usé, augmentée, plus épuisé. Ça dépend dans quel métier. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que la richesse produite avec une quantité de travail humain toujours moins importante est plus forte. Pour autant, on n'a pas vu que dans cette même période, les salariés aient vu leur salaire augmenter en proportion, ni le temps de travail diminuer. Alors, où vont ces gains de productivité ? Eh bien, par exemple, c'est le fait qu'en 10 années, les dividendes versés aux actionnaires ont progressé de 70%, mais que les salaires, eux, n'ont progressé que de 10%. Donc, première chose, en réalité, on peut financer plus de retraites sans nécessairement travailler plus longtemps, dès lors que l'on accepte de mieux partager. Et il est faux de dire que parce qu'on vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps. D'abord, l'espérance de vie en bonne santé, depuis 10 ans, elle stagne dans notre pays. C'est une question économique, c'est-à-dire que vous le savez bien. En tout cas, le système tel qu'il est conçu en France, c'est évidemment le système par répartition. Ça veut dire que où les actifs payent pour les retraités, bien sûr. La pyramide des âges, c'est que si vous vivez plus longtemps, vous allez être mécaniquement plus longtemps à la retraite. Et il y aura donc plus de personnes à la retraite que de personnes actives. Oui, mais rajoutez dans votre raisonnement le fait que si on produit plus de richesses avec moins de travail humain, il n'y a pas besoin de plus de travail humain pour financer plus de retraites. Ça veut dire simplement qu'il faut admettre l'idée qu'on peut consacrer une part plus importante de la richesse produite au financement des retraites, plutôt que, par exemple, je sais pas moi, au hasard, plutôt que dans des dividendes versés aux actionnaires de manière considérable. C'est simplement une question de répartition de la richesse. Et dans ce pays, à mesure que la part des seniors dans la population a augmenté, on a toujours consacré une part plus importante de nos richesses aux retraites. Donc avec vous, on part à quel âge ? Alors, surtout que Apolline de Malherbe, entendez ça, on dit on vit plus longtemps. Mais la réalité, c'est que l'espérance de vie en bonne santé stagne depuis 10 ans dans le pays. Elle est faible par rapport aux autres pays européens. Qu'à 62 ans, un quart des plus pauvres, des hommes les plus pauvres, sont déjà morts. Et qu'au sein d'une même génération, il existe, selon les métiers que vous occupez, des écarts d'espérance de vie considérables. Entre un cadre et un ouvrier, c'est 6 années. Entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches, 13 années. Augmenter l'âge de départ à la retraite, c'est injuste, cruel
inefficace et pas nécessaire. Voire même, ça va aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active. Avec vous, Adrien Quatennens, avec vous, la France Insoumise, on partira à quel âge? Eh bien, on pourra partir, et tout le monde pourra partir dès 60 ans. Mais c'est un projet quelle pension? Eh bien, c'est une pension minimum au niveau du seuil de pauvreté, même pour une carrière incomplète. Personne sous le seuil de pauvreté. D'ailleurs, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon dans sa globalité, que personne dans ce pays, quelle que soit sa condition, ne vive sous le seuil de pauvreté. C'est donc le cas pour le minimum vieillesse, comme c'est le cas pour la garantie dignité que nous appelions de nos voeux. Tout ça, d'ailleurs, on va en parler après, on peut encore le faire en fonction du résultat des courses au mois de juin. Et pour une carrière complète, pas une retraite inférieure au SMIC que nous voulons, vous le savez, revaloriser à 1 400 €. Et puis permettre à chacun de partir dès 60 ans pour 40 annuités. Alors, une fois qu'on a dit ça, bien sûr, la question que vous allez me poser, c'est comment on finance. Non, mais pour le coup, Emmanuel Macron, il est pour remonter les minimums vieillesse, enfin lui, c'est 1 100 € pour une carrière complète. Mais 1 100 €, c'est le minimum, c'est le seuil minimum de pauvreté. C'est-à-dire que c'est en effet pas une grande augmentation, mais surtout... Non, mais ça veut dire qu'en tout cas, il s'engage lui aussi. Oui, mais c'est pour une carrière complète et à la faveur... qui soit à moins du seuil de pauvreté. Il le finance pas en partageant mieux les richesses, il le finance en vous faisant travailler le plus longtemps. Non, mais moi je vous parle du résultat pour le retraité. Donc, d'où que vienne l'argent, il y a une majorité de Français, Apolline de Malherbe, qui sont opposés, vous le savez, à la retraite à 65 ans, et une majorité claire qui souhaite le retour à la retraite à 60 ans. C'est possible. Et pour le financer... Vous dites c'est possible, c'est aussi parce que vous espérez pouvoir reprendre le pouvoir. Alors, j'y viens, mais juste un mot, je vous dis, c'est possible parce qu'en fait, pour financer la retraite à 60 ans, il suffit de consacrer 2 points de plus de la richesse nationale au financement des retraites. Si vous créez de l'emploi, comme nous avons l'intention de le faire, vous augmentez les cotisations dans les caisses pour financer les retraites. Si vous faites à travail égal, salaire égal pour les femmes et les hommes, eh bien, vous pouvez financer la retraite à 60 ans. Bref, et vous pouvez aussi, pour les gros salaires, augmenter les cotisations, mais de manière à ce que ce soit indolore. Bref, tout ça est possible, c'est un choix politique. Et oui, pour celles et ceux qui ne digèrent pas le résultat des courses issues de ce second tour, et d'ailleurs même du premier, qui nous a laissé à la porte du second tour à 400 000 voix près, ce qui est 3 voix par bureau de vote, c'est rien. Tout n'est pas terminé. Je crois que plus que jamais, Apolline de Malherbe, d'ailleurs moi je suis surpris de voir que depuis le 10 avril, des gens me parlent dans la rue des élections législatives. Déjà, au mois d'avril, ça n'était jamais arrivé. Et quand vous voyez ce sondage qui dit qu'une majorité de Français, 68%, souhaitent qu'une majorité de députés soit issue de l'opposition, vous dites que le scénario qu'on pose sur la table est réalisable. Aujourd'hui, ils disent souhaiter une cohabitation. Ce qu'on appelle une cohabitation, c'est-à-dire en fait une majorité alternative qui viendrait gouverner ce pays. Après, la question, c'est qui ? Ce que Jean-Luc Mélenchon a résumé quand il a fixé l'enjeu. En disant sur votre antenne, bien oui, et plein de gens se posent la question, mais alors c'est possible ? Oui, c'est possible. Et compte tenu des prérogatives du Premier ministre, je le dis, beaucoup de ce programme qui est resté à la porte du second tour, de ce troisième bloc, l'Union populaire, c'est difficile, peut s'appliquer. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler les règles aussi pour les législatives qui auront lieu le 12 et 19 juin prochain. Pour se qualifier au second tour, il faut faire 12,5% des inscrits. Ça veut dire que si vous avez 50% d'abstention, ce qui était le cas en 2017, il faut avoir 25% des voix uniquement pour pouvoir se qualifier pour le second tour. Bon, alors, si vous voulez faire dans l'explication, d'abord, la première chose qu'on dit à celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'ils ont jusqu'au 6 mai pour s'inscrire éventuellement sur les listes électorales. Allez-y, ça peut pas faire de mal. Non, mais on a beaucoup commenté les radiations lors de l'élection présidentielle. Donc, à celles et ceux qui nous écoutent, si vous voulez voter aux législatives, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 6 mai. Ensuite, c'est les 12 et 19 juin. Comment élire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre ? Eh bien, en élisant un maximum de députés issus de l'Union populaire. Parce que, vous le savez, avec 15 députés, on peut former un groupe et avoir un comité, une commission d'enquête. Avec 58 députés, vous pouvez avoir une motion de censure. Avec 185 députés, vous pouvez demander l'organisation d'un référendum. Et magique, avec 289 députés, vous avez la majorité, et donc Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Oui, mais attendez, quand vous regardez les résultats de l'élection présidentielle, c'est possible. Apolline de Malherbe, notez que les résultats de Jean-Luc Mélenchon, dans les différentes circonscriptions, c'est 425 circonscriptions où nous sommes en capacité d'être au second tour. 105 où nous sommes en tête. 6 départements français où vous êtes arrivé en tête. 425 circonscriptions où on peut être au second tour. Il faut 289. On peut bâtir cette majorité. Donc oui, je dis à celles et ceux qui sont restés sur le carreau. Vous savez, parce que c'est pas dans les états-majors politiques que c'est le plus dur. C'est dans la rue quand je vois des gens, des femmes, des hommes qui m'interpellent en pleurs
parce qu'ils avaient anticipé que leurs minima sociaux allaient augmenter, parce qu'ils avaient anticipé que leur salaire allait être revalorisé, et qui voient le résultat de ce second tour comme une catastrophe. Adrien Quatennens, que ça ne se passe pas dans les états-majors des différents partis. Ça va quand même se passer là demain, puisque vous allez vous réunir avec les différentes parties de la gauche pour tenter peut-être de faire une union commune pour ces législatives. Est-ce qu'effectivement, vous imaginez que vous puissiez vous mettre tous d'accord pour un accord avant le premier tour des législatives? Je pense à Europe Écologie Les Verts, je pense au Parti Socialiste, je pense au Parti Communiste. Est-ce que vous estimez que les compromis sont possibles? Écoutez, il y a eu un peu de friction pendant la campagne présidentielle. Certains à gauche ont passé beaucoup de temps à invectiver le candidat qui était le seul capable finalement de se qualifier au second tour. Alors, on aurait pu passer tout ça par perte et profit, dit on s'en occupe pas. Non, nous ce que nous avons fait, c'est qu'on tend la main parce que... Non, justement, non. Précisément non. Parce qu'on dit... Nous voulons fixer un cap, permettre à toutes celles... Vous commencez par le rappeler quand même. Je pense que c'est nécessaire parce que sinon plus personne ne comprend rien. Les gens diraient mais attendez, ceux-là se sont pouillés pendant toute l'élection présidentielle et puis finalement ce qui était impossible le vendredi et Mélenchon qui était repeint en ami de Poutine devient l'homme avec qui il faut parler le lundi. Bon, tout ça mérite une explication. Voulu, sur le moment, vous écoutez, je pense que quand on manque le second tour à 400 000 voix, on peut se dire que... il y a des dispersions qui auraient pu être évitées. Mais à quoi sert-il d'en parler désormais? Désormais, ce qui compte, c'est ce que nous pouvons encore faire et l'appel à la mobilisation autour des 12 et 19 juin. Alors que faire? Nous ne sommes pas candidats, je le dis, à un accord opportuniste, à l'ancienne, entre appareils, de répartition de circonscriptions. Nous sommes candidats et nous avons à proposer un accord stratégique et programmatique. Mais est-ce que ça veut dire que des candidats issus des rangs d'Anne Hidalgo, par exemple, ou de Fabien Roussel, pourraient être soutenus par cette grande alliance commune? L'élection présidentielle a mis en avant un programme, l'Avenir en commun, qui est arrivé à 22%, c'est-à-dire loin devant les autres programmes. C'est ce programme que nous mettons en partage pour le discuter avec d'autres. Ensuite, nous faisons ce que nous aurions fait en cas de qualification au second tour. Et nous faisons cette stratégie de l'Union populaire, c'est-à-dire le rassemblement tous azimuts de femmes et d'hommes, d'où qu'ils viennent, quel qu'ait été leur vote. Ce sont des personnalités, associations, syndicats, membres d'organisations politiques ou non, qui veulent se retrouver, mais pour faire ça, pour appliquer un programme partagé. Et alors nous disons, oui, s'il y a un accord de stratégie, si c'est autour de l'Union populaire et de cette stratégie que ça se fait, s'il y a un accord programmatique, parce qu'il faut quand même vérifier quelques éléments, alors il peut y avoir un accord électoral, mais l'accord électoral doit découler de cet accord stratégique. C'est pas juste une répartition des postes. Donc on doit être d'accord sur les idées avant de pouvoir... On doit en tout cas avoir une discussion. Ça ne veut pas dire que chacun avale son chapeau et remballe son programme. Ça veut dire que juste pour voir s'il y a une discussion commune possible, c'est ce que nous sommes en train de faire. On avec évalue... les trois, avec l'un en particulier. Alors avec Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste français, c'est déjà bien avancé. Et puisqu'on se fixe pour objectif de gouverner, eh bien, il nous faut un programme de gouvernement, parce que sinon nos adversaires pourraient dire... J'en déduis qu'avec le Parti Socialiste, ça ne se passe pas terrible. Alors, avec le Parti Socialiste, nous avons une rencontre demain matin, parce que pour que la discussion puisse se faire, il faut vérifier un certain nombre de points. Nous n'allons par exemple pas renoncer à la retraite à 60 ans. Nous n'allons pas renoncer à l'abrogation de la loi El Khomri, un certain nombre de marqueurs du programme. Alors, et du coup, vous êtes en position de force. Mais c'est sans exclusive. Nous ne demandons ni ralliement, ni positionnement hégémonique. Simplement, la balle est dans le camp, y compris des membres du Parti Socialiste, pour savoir s'ils prennent acte du résultat du 10 avril et d'un certain nombre de bougées programmatiques. Ça fait quand même 2 élections présidentielles à Pauline de Malherbe que, à gauche, pour le dire comme ça, c'est un programme de rupture qui l'emporte, pas un programme d'accommodement et pas la social-démocratie. Donc tout ça se discute, mais c'est sans exclusive et c'est ouvert. On l'a bien compris. Est-ce que vous allez investir Taha Bouaf ? Je crois qu'il est prévu de l'investir, oui. Taha Bouaf, à Vénissieux, qui est un journaliste militant, qui a été condamné pour délit d'injure publique en raison de l'origine. Ça vous dérange pas ? Je pense que c'est Taha Bouaf qui avait porté plainte de mémoire. Alors après, je ne connais pas l'affaire dans le détail. Non, c'est Linda Kebab, qui est policière, qui avait été traitée par Taha Bouaf d'arabe de service. D'accord. Je ne connais pas ce dossier dans le détail, je ne peux pas vous en dire plus. Taha Bouaf est un journaliste talentueux. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est de ce dossier. Il a été pour ce faire condamné à payer 2 000 € de dommages et intérêts à Linda Kebab. Et il doit également verser 1 € à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui était partie civile dans ce dossier. Écoutez, de toute façon, je ne sais pas ce qu'il en est précisément. Ça vous met mal à l'aise en tout cas, non, si c'est le cas. Ça ne me met pas mal à l'aise. Ce que je vous dis simplement, je ne sais pas ce qu'il en est de ce dossier précisément. Taha Bouaf est un journaliste talentueux qui a été un lanceur d'alerte à plusieurs reprises. C'est également lui qui avait filmé les images de l'agression de M. Benalla
contre des jeunes manifestants. Un journaliste talentueux qui, par exemple, avait dit, avant de se dédire, que des policiers étaient obligés de laver le sang devant des hôpitaux, alors qu'il n'y avait pas du tout eu, ça n'avait pas été le cas. Non, mais quand vous dénoncez des fake news, il faut les dénoncer toutes. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'à l'heure où on se parle, comme on est en train d'essayer de bâtir cette majorité, je ne peux pas encore vous dire à cette heure, et c'est pas moi qui m'en occupe dans le détail, de savoir qui sera investi ou pas. Il n'est pas sûr que Tahabouaf soit investi par la France Insoumise. Je n'en sais rien, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que regardez, y compris les investitures de partout, je pense qu'à chaque fois, vous pourriez trouver des poux chez tout le monde. Hein, bien sûr, mais je vois pas que vous interrogiez tous les responsables politiques dans le détail de qui ils investissent et pourquoi. Ils n'ont pas tous investi quelqu'un qui est condamné pour délit d'injure publique en raison de l'origine. Malheureusement, je connais pas le dossier dans le détail, donc je peux pas vous en dire plus, mais réinvitez-moi et j'aurais bien étudié le cas précis que vous me demandez et je vous répondrai à ce point-là. Je n'hésiterai pas. Adrien Quatennens, merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise et vice-président du parti. Il est 8h53.